Bienvenue mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, abonnés et amoureux de la littérature. Merci de vous associer à notre magazine Un livre, 1000 idées. Un livre, 1000 idées a le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur ce plateau Monsieur Jeannot Bakassanda qui nous vient avec un nouveau titre, Tribalistique. Tribalistique, une forme de néologisme. Parmi les mots qui rongent notre pays, figure également le tribalisme. Nous allons oser en parler avec lui parce qu'il a mis en exergue, sous une forme de sketch didactique, le tribalisme au pays, au Katanga, dans le monde. Quelle solution? Comment y remédier? Nous l'accueillons pour vous, Monsieur Jeannot. Bonjour. Vous êtes un homme au carrefour des talents. D'abord licencié en français de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu en RDC, disons. Études assorties d'une spécialisation pédagogique dans l'enseignement des langues par les méthodes audiovisuelles et audio-orales de l'Université de Mons en Belgique. Vous avez enseigné l'expression écrite et orale, vous enseignez même alors dans plusieurs universités d'enseignement supérieur du Grand Katanga. Vous êtes opérateur culturel et écrivain polyvalent. Vous êtes actuellement président de la Société des écrivains et critiques du Grand Katanga, CCK, et vous êtes promoteur de l'École supérieure d'informatique de communication, ESIC, et directeur honoraire du département de l'enseignement général et technique de la GECAMINE SA. C'est un plaisir. Vous êtes en même temps auteur de plusieurs ouvrages, entre autres, de l'idée au texte, l'initiation à la dissertation, Feuillerie australe pour Nelson Mandela, des chants à l'osmose, poésie complète, Liliane et autres nouvelles, paroles de sagesse, incestivore, ça c'est votre néologisme, tribalistique, les titres que nous allons analyser tout à l'heure, et enfin votre dernier titre c'est Boniface Mwepu Katentekanya, biographie. Pour commencer, puisque nous analysons ces titres tribalistiques, on va d'abord commencer par savoir, Monsieur Jeannot, tribalistique, est-ce que ça vous fait allusion au tri, au sens hygiénique du terme, ou à un néologisme appartenant au tribalisme, comme titre de votre sketch, que vous qualifiez de didactique, qui n'est pas du tout théâtral? Tribalistique s'inspire un peu de la casuistique. On étudie des cas, on essaie de proposer des solutions. C'est ce néologisme-là que j'ai pensé à mesure de mieux répondre à l'étude que j'ai faite. Alors, c'est dire que ce travail, quand je parle de sketch didactique, c'est la convergence d'un travail à synergie entre le Forum pour la paix et le Centre d'éducation à la paix et à la compréhension internationale, qui avait initié ce projet pour essayer de lutter un tant soit peu au phénomène de tribalisme. Je disais, la couverture peinte en noir et décorée de divers masques iconiques, cela traduit-il une perte de multilinguisme, de multiculturalisme en perpétuel conflit intercommunautaire? Le fond noir, nous sommes en Afrique noire. Ces masques proviennent de différentes ethnies de notre pays. Le grand masque au milieu, c'était masque Songé, Kifwebe. Au-dessus, c'est encore un masque Song également. En bas à droite, c'était masque Teke. Au milieu, à gauche, c'est Moanapo, la belle-fille, c'est un masque Chokwe. Et en bas, c'est un masque de chef Kuba. Donc, c'est dire que on a beau appartenir à un même pays, à un même continent, il y a des choses qui nous rassemblent, notamment les statuaires, le matériel fondamental, c'est le bois,
pour pratiquement toutes les ethnies. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces masques, justement, montrent notre ignorance de notre culture. Très peu ont eu l'occasion de les visiter au musée de Lubumbashi. Quand vous y allez, c'est toute une culture qui est véhiculée là-dedans. Bon, on ne va pas aller dans un cours d'esthétique en ce moment. C'est dire que ces masques, ça montre la diversité, mais aussi la richesse de notre culture au plan. Le faux noir, nous sommes en Afrique, nous sommes des noirs, mais il y a de petites variétés qui nous distinguent tout en restant noirs, tout en ayant les mêmes valeurs africaines. Une question, Monsieur Jeannot, qui me vient en tête quand vous parlez de l'Afrique noire. Ce n'est pas très péjoratif. Afrique noire. Quand on dit noir, ça symbolise tout ce qui est donc tout ce qui inspire, ça inspire la mort, ça inspire les dangers, ça inspire le négatif. On dit l'homme noir. Comment vous trouvez ces qualificatifs? Cette épithète. Cette épithète n'est pas péjorative. Hein. L'Afrique noire, ce n'est pas le symbole des démons, des monstres et tout ça. Hein. Parce que bon, c'est par distinction à l'Afrique blanche, hein, Afrique noire, c'est ce qui a trait au noir comme vous et moi, quoi. Oui, oui. Merci. Alors, revenons à votre ouvrage tribalistique. Tribalistique, vous êtes homme de lettres à réputation élogieuse à travers tout le pays et vous sortez cet ouvrage tribalistique. D'abord, vos motivations et quelle compréhension donnez-vous au terme tribalisme? Le tribalisme, c'est un terme comme tout un autre, c'est un lexique, hein, c'est un vocable, mais le tribalisme a créé par suffixation d'autres termes. Tribalité, tribalisation, tribal, etc. C'est dire que les termes en eux-mêmes, ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas méchants. Mais c'est la connotation que nous leur donnons qui pose problème. Hein? Mais il semble que chacun appartient à une tribu. Chacun doit connaître sa généalogie, doit connaître sa langue, la parler, parler sa culture, connaître les proverbes qui est véhiculé à travers cette culture-là. Donc en fait, le mot tribu n'est pas un mauvais terme. C'est quand nous l'utilisons pour nous séparer des autres, c'est là où ça pose problème. C'est ça qui pose problème et c'est l'entendement que nous avons de la tribu. Les tribus doivent exister, elles vivent en proximité, elles cohabitent, et c'est ça qui doit nous conduire justement au vivre ensemble. Nous devons voir dans ces tribus quelles sont les choses qui nous rapprochent, quelles sont les choses qui nous unissent, quelles sont les choses qui peuvent nous fédérer davantage pour progresser. Et là, ça rejoint tout à fait la thématique de notre archevêque métropolitain du vivre ensemble, hein, qui voudrait que cela puisse se manifester par des actions concrètes, hein, des festivals culinaires, folkloriques, les danses, les proverbes. Hein, je me souviens une fois à l'ISP, nous étions amusés à prendre, c'était un poème de Lamartine, je pense. Hein. On s'était amusé à le donner aux étudiants qui l'ont dit dans leur langue. C'était fabuleux, fabuleux. C'est des choses qu'on peut faire pour arriver à cultiver davantage ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous sépare. Alors, dans votre sketch, une pièce de théâtre entre guillemets, vous mettez en scène deux familles antagonistes sur fond de querelles tribalisées, bien sûr, dont leurs enfants sont des principaux imitateurs sur le chemin de l'école. Comme qui dirait, l'éducation des enfants doit être intégrale pour qu'ils ne versent pas aussi dans le tribalisme, parce que les enfants ont reproduit textuellement ce qu'ils vivent, ce qu'ils entendent à la maison, sortir de la bouche de leurs parents. Telle tribu est ceci, on diabolise, on victimise certains tribus au bénéfice des autres, la suprématie tribale. Alors, ce que vous mettez en scène. Le tribalisme a des causes endogènes et des causes exogènes. Dans le cas qui nous occupe, les responsables des deux familles, en fait, ils se connaissent. Ils se connaissaient. Et la maman va le découvrir à la suite.
Donc, ce qui est présenté comme un casus belli, en fait, c'est un conflit interindividuel qui est transposé sur le plan familial. Ok. Et là, les enfants ne le savaient même pas. C'est en découvrant finalement que les parents avaient eu mal à partir dans leur jeunesse, ils se rendent compte qu'on les a embarqués dans un Bateau. qui n'est pas le leur. On les a embarqués dans un conflit qui ne les concerne pas. D'où la Et réaction pourtant, des elle s'aimait. jeunes. Voilà, la réaction des jeunes de dire nous devons aller jusqu'au bout, d'autant que les raisons qui sont avancées pour nous séparer ne sont pas fondées. Voilà. Alors, parmi les principaux personnages de votre pièce de théâtre, vous avez Baba, vous avez Banda, vous avez la maman. Et que symbolise chacun d'eux concrètement? D'abord, Baba, qui est conservateur, il dit, nous devons, il instruit ou il donne des instructions à son fils, tu ne dois épouser que une femme de notre tribu, de notre terroir, ainsi de suite. Lui, il symbolise le conservatisme traditionnel. Et puis Banda, qui réconcilie parce qu'il constate que la fille que Baba voulait tuer, c'était sa propre fille par mégarde. Et finalement, il va constater que c'est elle, le garçon serait un jour son beau fils. Et maman qui est cette femme de ménage docile, acceptant tout. Alors, veuillez nous détailler, décrire chacun d'eux. Baba symbolise l'autorité paternelle. Okay. Une autorité absolue. Hein, c'est lui le maître, c'est lui qui a le dernier mot. Mais c'est une espèce de potentat. Hein. Okay. Hein, personne ne peut lui résister et la femme et les enfants, tous lui sont soumis. Bon, évidemment, avec tout ce qu'on prenne comme préjugé, ça c'est lié à son éducation, c'est lié à son background. Okay. Alors, au contact de ces enfants, les enfants étudient, qui vivent dans un autre milieu, un milieu beaucoup plus ouvert, un milieu, on peut dire, occidentalisé, moderne. Civilisé, moderne. Hein, les concepts sont différents, les réalités ne sont pas les mêmes. Hein, on ne peut pas donner la liste des ethnies que les enfants peuvent fréquenter ou épouser. On ne peut pas leur imposer cela. Hein. Alors ça fait que Banda, qui représente la jeunesse, hein, il n'entre pas en conflit de génération, pas un conflit générationnel avec son père. Au contraire, il voudrait porter la voix de tous les enfants qui ont la liberté de dire à leurs parents de les laisser assumer leurs choix pour peu que ces choix soient validés par les parents, soient acceptés par les parents, mais sans mettre des barrières, sans mettre des balises à caractère justement tribal et ethnique aussi. Alors la maman, évidemment, c'est la ménagère, la bonne ménagère, et c'est une maman courageuse. Docile, obéissante, mais attention, elle n'est pas assujettie au point de ne pas pouvoir donner son point de vue. Elle se rend compte effectivement que son mari est en train de les entraîner dans une espèce de spirale de la violence. Hein, et il a le courage de lui dire, laissez les enfants évoluer, laissez les enfants s'aimer. Il a une autre vision, donc elle incarne la sagesse maternelle, elle incarne la résilience tout à fait de nos mamans, qui avec leur prise de position, sans aller en opposition directe contre leurs maris, qui sont parfois violents, arrivent quand même à passer le message avec tendresse, avec amour, avec patience et douceur. Merci beaucoup. Nous continuons notre émission, toujours autour de votre ouvrage tribalistique. Vous mettez en scène le tribalisme et le nœud Papa Jeannot, le nœud dramatique de la tirade de Baba, parce que c'est de lui qu'il s'agit, bien sûr, dans ces sketchs. Dieu merci sur comment cette tirade finit ou bien culmine sur un happy end. Signifie sa victime ratée s'est mise en belle fille. Qu'est-ce que vous pensez de ce retournement de situation? Parce qu'il voulait que la fille de la famille antagoniste, de la famille avec laquelle il était en conflit, soit à tout prix tuée. Mais curieusement, c'est sa propre fille qui est victime et finalement, avec le temps, ils vont se réconcilier comme humains et tout. Ce retournement de situation vous inspire quoi?
ce retournement de la situation est tout à fait normal. C'était un retournement voulu, comme je vous ai dit, c'est une pièce commanditée, dans un artiste avoué, pour arriver à amener les gens à un mieux vivre ensemble. En fait, il s'agit d'une erreur sur la personne. Il pensait jeter dans l'eau la fille de son voisin, et finalement, c'était sa propre fille. Hein? Il a voulu attenter à sa vie. Alors, c'est dire que il faut se dépasser. Il faut se dépasser, il faut sortir de la stigmatisation, de la diabolisation, de la satanisation de certaines tribus, parce que dans toutes les tribus, dans toutes les il y a des bons, il y a des mauvais. Il n'y a pas la tribu idéale. Hein? Moi, je donne souvent l'exemple, tel est marié à quelqu'un de chez nous, vous voyez quelle vie d'en faire en lui-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dans ces généralisations extrêmes qui débouchent justement sur l'extrémisme. Parce que la stigmatisation, ce n'est pas une bonne chose. Évidemment, il y a des choses qu'on peut proposer pour corriger. Sans doute, la suite de votre question, il ne faut pas que j'anticipe là-dessus. Okay. Merci. Au regard de cette illustration de l'espace scénique totalement assaini, croyez-vous que le deuxième plaies, aux côtés de d'autres plaies dont souffre le pays, je cite la xénophobie, le régionalisme, le tribalisme du pays, soit définitivement éradiqué un jour? En Afrique, parce que dans le monde, ça prend racine de plus en plus. Vous croyez vraiment à leur éradication? Ça prendra du temps. Ça prendra du temps, mais le fait, c'est de prendre conscience, hein, de mettre en marche des mécanismes pour pouvoir combattre cela, prévenir cela, et de quelle manière? De la manière la plus simple, c'est par la justice distributive. Faire en sorte que tout le monde soit représenté, que personne ne soit discriminé à cause de son sexe, de son âge, de sa tribu ou de sa classe sociale. Je crois que c'est déjà un début. Organiser des choses qui favorisent le vivre ensemble. Des conférences, de sensibilisation. Des sensibilisations, des matchs de foot, séances culinaires, etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut organiser pour arriver à ça. Encourager aussi, pourquoi pas, le mariage exogamé. Moi, je suis marié à l'exogamie, les gens sont fiers. Hein. Okay. Bon, je ne veux pas dire que mes enfants ils sont beaux parce qu'ils sont issus des règles exogamiques, mais c'est des choses qu'on doit pouvoir encourager. Moi, je pas interdit à mes enfants de se marier. Ils se sont mariés, ils ont voulu. Donc, moi, j'ai des belles filles, des beaux fils qui proviennent de pratiquement toutes les tribus. Et j'en suis fier. Et c'est faire cela qu'on va aller. Alors, je ne me vois pas, moi, discriminant mes petits-enfants ou mes neveux, mes nièces à cause de l'origine de leurs parents. C'est impensable. Mais on doit y arriver. Mais je dois dire que le tribalisme a été exacerbé par les politiciens. Un mal de repositionnement, recherche de voix et tout ça. Nous allons y revenir. Verser de l'huile sur le feu, et ça donnait ce que ça donnait, mais on peut, quand on prend conscience de cela, arriver à mettre des garde-fous. En évitant surtout les frustrations, par un excès de zèle, par, comment dire, de complexe de supériorité, complexe d'infériorité aussi. On peut arriver à vivre d'une manière tout à fait pacifiée dans la résilience et l'acceptation de tout le monde. Et c'est ça le rôle justement de l'Église catholique, parce que nous sommes les corps, les membres du Christ. Il ne faut pas que nous nous présentions une église démembrée où les gens finalement ne vivent pas ce qu'ils prêchent, ne vivent pas ce à quoi nous croyons. Je pense que nous, chrétiens catholiques, nous devrions être le modèle dans ce genre de situation. Vous avez anticipé l'avant-dernière question. Les causes du tribalisme, c'est une question qui a été posée, qui est posée, qui continue peut-être à être posée. Pourquoi le tribalisme est comment exacerbé, prend de plus en plus racine ces dernières années? On se rend compte que depuis Belle Lurette, il y a des sensibilisations, mais ça ne suit pas. Des conférences, débats, l'Église, et les chrétiens, et les intellectuels, et, on peut dire le moment maraîcher,
tout le monde emballé, tribalisé. Quelles sont les grandes causes, Monsieur Janon? Vous êtes homme de lettres, penseur, polyvalent et écrivain de surcroît. Quelles sont les grandes causes? Est-ce que la technologie, Les grandes causes, elles sont essentiellement d'ordre social. Hein? Le chômage exacerbé. Et lorsqu'on engage, on engage que les gens d'un même coin, qui parfois n'ont même pas réussi au test. Lorsqu'il faut constituer une délégation pour aller, moi je sais pas, pèlerinage ou en mission, ce sont les mêmes gens qui, lorsqu'il faut délibérer, les gens viennent avec des petites listes. La liste des coreligionnaires, la liste des membres de la mutuelle, la liste des autorités académiques, la liste des gens de la mutuelle tribale et tout ça. Oui, avec ça, on ne peut pas arriver à inculturer vraiment le vivre ensemble. Ce sont des petites choses, mais c'est quand même important. Alors, une situation sociale comme celle-ci, bon, on se bat pour la survie, pour le pain quotidien, on s'arrache des bouchées d'un main. Donc, c'est dire qu'il faut être très attentif à cela, faire en sorte que la méritocratie, bien sûr, pourrait être là, mais quand vous en avez déjà un d'un coin, alors, s'il y a une autre place à prendre, de donner aussi à quelqu'un d'autre, pour que les gens ne se sentent pas frustrés, ne se sentent pas lésés, ne se sentent pas minimisés, écrasés et humiliés. vous avez souligné dans votre intervention la cause d'ordre politique. Est-ce que c'est depuis toujours, depuis des lustres, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, il y a le régionalisme qui gangrène notre pays. Est-ce que c'est lié à l'incompétence politique, entre guillemets, ou il n'y a pas de politique qui joue au conciliateur, un espace de réconciliation? C'est chacun qui s'identifie à son coin. Dès qu'on gagne, on a les régions, non, c'est notre pouvoir, les autochtones. Ce ne sont pas des vocables qui sèment la division tribale, et ainsi de suite, ou qui exacerbent, bien sûr. Bon, nous devons nous dire la vérité, très peu de gens sont élus sur base de leurs compétences, de leur vérité personnelle. Ça, c'est hein, il faut des grands moyens, investir là-dedans. Pagne, argent, etc. Tout ce Polo et tout. Imaginez, polo. Alors, ça signifie que quand on veut ratisser l'âge, on voudrait avoir le plus de voix possible. Comme on n'a pas péché par les œuvres, par les réalisations, mais c'est plus facile d'aller en chercher dans sa tribu, dans sa région. Haranguer les plus faibles. Haranguer les plus faibles, les noyautés pour les entraîner là-dedans. Alors finalement, nous savons comment ça se termine. Hein. Une fois élu, on vous met une affiche chien méchant, dans les voitures qui sortent, ce sont des voitures fumées, vous ne savez pas qui sort là, hein, vous ne parvenez pas à être reçu. Donc c'est dire qu'on devrait plutôt mettre l'accent sur les réalisations sociales, sur l'humanisme, sur la promotion de la population, sur la création des emplois. Voilà des choses qui peuvent booster notre vivre ensemble et arriver à juguler tant bien que mal le tribalisme. Ça ne se fera pas en un jour, il faut du temps, mais il faut qu'au départ, il y ait une prise de conscience. Donc, c'est vrai que nous avons un plan de conscience, mais là, nous sommes dans la voie de la réalisation, de voir qu'est-ce qu'il faut poser comme acte, qu'est-ce qu'il faut poser comme action pour arriver à juguler le tribalisme, à le minimiser, pourquoi pas à l'éradiquer totalement dans les années qui viennent. On peut y arriver parce que les grandes nations ont été créées sur cette base-là. En Belgique, nous savons qu'il y a des régions, il y a la Bretagne, il y a la Normandie, etc. Les gens qui viennent de partout, les Autrichiens, tout ça, mais ils sont français. Ils sont français. Là, c'est la patrie qui prime. Ce n'est pas la tribu, le tatouage. Le patriotisme est bien affirmé. Voilà, bien affirmé. Merci. La dernière question, quel sera alors le rôle de l'école? Parce que le tribalisme doit être peut-être éradiqué à la base, dès le bas âge. Parce que il y a, comment on peut dire, des victimes de l'épuration, Kastayengue, Kassayan et tous ces gens-là, dès que vous leur parlez de non-tribalisme, ils sont invétérés par le tribalisme. Quel est le rôle de l'école? L'école, est-ce que l'école peut-elle être la dernière chance pour que le vocable tribalisme soit neutralisé et revenir au patriotisme?
l'école a un grand rôle à jouer, je dirais même un rôle primordial. Parce que, je ne sais pas si vous savez, l'enfant passe combien d'heures à l'école? Pratiquement 8 heures. 8 heures. Autant que papa À la au maison. travail. C'est-à-dire que l'école, dans le choix des textes à enseigner, les anthologies, ce sont des recueils de fleurs, ce sont les meilleurs textes qui sont choisis. Les textes qu'on choisit, si ces textes-là invitent au patriotisme, au nationalisme, au vivre ensemble, je pense que c'est déjà une bonne chose. Si les pièces peuvent monter des trucs de théâtre comme celle-ci, de faire jouer par les enfants qui viennent de milieux différents, ça peut amener aussi un début de changement. Si l'école organise des retraites et des récollections où les thèmes abordés invitent les enfants au partage, à l'amour, à la convivialité, je pense qu'organiser des matchs de foot, de quartiers différents. Moi, je me souviens à l'époque, notre unité scout Saint-Boniface, nous avions organisé un match contre les prisonniers au centre de rééducation de la Cassata. C'était évidemment intéressant. Les autres se disent, bon, si nous n'avions pas fait des voyous, nous serions avec eux, nous ne serions pas ici. Donc, il faut imaginer des choses, il faut imaginer des choses qui améliorent le vivre ensemble. Je crois que c'est important. Merci beaucoup, Monsieur Arthur Jeannot Bakassanda. Vous pouvez dire un dernier mot sur Tribalistique, votre dernier titre paru aux éditions Talenta, dont vous êtes vous-même éditeur depuis 2024. Un dernier mot à nos téléspectateurs, à vos futurs lecteurs qui auront à parcourir votre ouvrage. Quel message que vous leur adressez? Le message que j'adresse d'abord aux parents, c'est d'acheter des livres de lecture pour les enfants. Quand vous venez ici chez le Fils Saint-Paul, vous avez des livres à tous les prix et dans tous les genres littéraires. C'est d'amener les enfants à lire ces livres, à les exposer en famille. Qu'est-ce que tu as lu? Raconte-nous. Qu'eux-mêmes lisent aussi. Or, nous ne lisons pas. Parce que la littérature au Grand Katanga, elle est en effervescence. Quand vous voyez le nombre d'ouvrages exposés ici, qui ne sont pas des ouvrages religieux, il y a des romans, tous les gens sont exposés là-bas. Je pense que nous avons un grand rôle à jouer là-dedans. L'école, les familles, les églises aussi. Nous avions des pièces théâtre. Je me souviens de la fameuse pièce qui nous est laissée dans le procès à Jésus, une pièce extraordinaire qui a été jouée pratiquement dans toutes les écoles de la ville de Lubumbashi. Donc, le choix, c'est nous qui le faisons, mais c'est nous qui devons donner l'impulsion. C'est nous qui devons encourager les enfants, c'est nous qui devons les pousser à lire. Alors, quand vous faites faire ça, je m'adresse aux professeurs de français, malheureusement, la plupart ne lisent pas. Beaucoup de choses organisées à la Halle de l'Étoile, on ne voit pas les concerner. Ce sont les gens d'autres disciplines qui viennent, mais les professeurs de français ne viennent pas. Mais évidemment, je comprends, il y en a qui sont dans 2, 3 écoles, etc. C'est assez compliqué pour arrondir les fins du mois, mais c'est eux qui doivent être les modèles. Quand vous organisez des séances de compte rendu de lecture, et que vous ne corrigez pas les fiches de lecture, que vous ne corrigez pas les résumés que les enfants ont lus, pourquoi lire la prochaine fois? Ça ne sert à rien parce qu'il ne corrigera pas. Donc, vous voyez l'importance, le rôle que nous avons là-dedans, dans le fait de pousser les enfants à lire et à toujours lire davantage. Donc, c'est quelque chose que nous devons faire en synergie, société, église, parents, école. Ça nous concerne tous parce que l'avenir de nos enfants en dépend. Merci. Merci, M. Jeannot. Lire, c'est refuser la zombification, insistait le professeur Pius Ngandokashama. Chers parents, chers téléspectateurs, chers élèves, chers étudiants, chers chercheurs indépendants, vous êtes invités à vous procurer ces manuels tribalistiques, dramatisés pour éradiquer le tribalisme. L'une des grandes plaies qui ronge notre pays reste le tribalisme. Tribalisme, parlons-en. Plaie que M. Arthur Jeannot Bakassanda tente de penser à tout prix en mettant en scène des personnages de familles qui vivent à couteau tiré sur fond de leurs origines tribales. Voilà pourquoi nous vous invitons à acheter ces manuels pour qu'à tout moment, vous puissiez initier vos élèves, vos enfants à pouvoir dire non
au tribalisme, leur dire non au tribalisme. À l'école, c'est une véritable pièce de théâtre à dramatiser, un sketch didactique, pédagogique et même une pièce qui est totalement prête à nous aider à dire non au tribalisme. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous étions en train de développer l'ouvrage intitulé Tribalistique de Monsieur Arthur Jeannot Bakasanda. Il nous a expliqué quelles sont les causes du tribalisme au pays. Il a invité acteurs politiques, religieux, toute la société, église, école. Tout le monde doit se mettre en marche pour que nous puissions dire non au tribalisme parce que le développement de notre pays en dépend. À la présentation, c'était Samuel Chibouete. Nous disons merci à la révérende sœur Marie-Justine qui nous prenait en image. Merci à Monseigneur Adolphe Solochi qui est le superviseur de cette émission. Merci également à vous, nos téléspectateurs qui nous suivez à travers la télévision Umoja, notre chaîne d'unité provinciale et nationale. Quant à moi, je vous dis à plus. Je te dirai ce que tu deviendras. Choisis-moi.